Venir et fêlure de nos vies, des concepts à l'épreuve du roman. Merci. Merci Esther. Bonjour à toutes et à tous. Comment l'écriture romanesque permet-elle de relancer l'interrogation philosophique aussi bien que de rouvrir des possibles dans une vie? Si cette question n'est pas thématisée comme telle par François Julien, elle affleure dans nombre de ses essais récents. Alors que François Julien s'engage dans une réflexion sur la vie, ou pour mieux dire, sur vivre, sur ce que veut dire vivre pour un être humain, et propose une philosophie du vivre, il se trouve faire usage de plus en plus résolument de littérature. Serait-ce là une stratégie rusée pour contourner un obstacle ou dépasser une aporie? Car vivre échappe au concept, se refuse à la mainmise du concept. Et la philosophie, dont le concept est l'outil, est alors impuissante à toucher vivre sans le rater, parce que le rendant abstrait. C'était une citation. La philosophie est impuissante à toucher vivre sans le rater, parce que le rendant abstrait. La littérature, avance François Julien dans La transparence du matin, je cite, vient compenser l'impuissance de la philosophie. Si vivre se refuse à la mainmise du concept, vivre en revanche, se retournant sur lui-même, poursuit François Julien, se réfléchit dans le roman. Un roman sert essentiellement à ceci. On suit passionnément dans son récit le fil des possibles que vivre ouvre, en même temps que leur rabattement, de là que le roman est la grande machine à penser vivre. Fin de citation. Un roman raconte une vie. Une vie est d'ailleurs le titre de l'un d'entre eux. Raconte une vie, c'est-à-dire raconte comment une vie se déploie en suivant les vénures d'une vie, ses transformations silencieuses, ainsi que ce qui vient la fêler ou la rabattre. La philosophie peut alors prendre appui sur le roman pour penser vivre. Je cite François Julien, « La vie, en effet, est fond, source, ou plutôt ressource. Ce serait là la première image qu'on peut s'en faire. Ou disons que la vie est veine, filon et chance à la fois, gisement à explorer comme à exploiter. » La vie, en effet, etc. Ce qui vient ici n'est pas un concept, mais une multiplicité d'images. Il s'agit de penser vivre à ras du vécu, dit François Julien, sans avoir déjà décollé dans des abstractions. Que veut dire ici déjà? Sans avoir déjà décollé dans des abstractions. Peut-être avant d'avoir déjà éprouvé vivre. Sans avoir, on ne doit pas penser vivre avant d'avoir réfléchi l'expérience que l'on peut en avoir, ou bien avant d'avoir lu des romans. Porter au concept, c'est abstraire. Penser vivre ne signifie-t-il pas alors plutôt évoquer vivre, évoquer? La littérature et la pensée coopèrent, non pas en conceptualisant, mais en évoquant vivre, dit François Julien. La littérature et la pensée, il ne dit plus ici la philosophie. La littérature et la pensée coopèrent en évoquant vivre. Cela dit, la littérature fait plus qu'éclairer la philosophie quant à vivre. Elle fait vivre. Et le cas échéant, la littérature sauve la vie. Sauve ce qu'il peut y avoir de vivant dans une vie. Au dernier chapitre de La transparence du matin, dernier chapitre qui a lui-même pour titre La transparence du matin, titre qui reprend le titre du dernier chapitre de La philosophie du vivre, publié par François Julien en 2011, La transparence du matin. Il soutient que la littérature et la pensée, dans leur coopération nouvelle, sont par là même des ressources de vivre.
peu plus loin, d'écrire et réfléchir sur ce qu'est vivre intensifie par soi-même la capacité de vivre. Il ne s'agit pas ici, lorsqu'on parle de vivre, d'un objet qui serait vis-à-vis d'un sujet de connaissance. Ce qu'il est question dans une telle réflexion, c'est bien de nos vies, c'est bien de ma vie, c'est bien ma vie qui est en jeu dans une telle réflexion. Si les liens entre philosophie et littérature sont aussi anciens que la philosophie elle-même, si des philosophes ont eu recours à la littérature, au roman, au théâtre, au récit, pour penser ce que veut dire vivre, après Rousseau, par exemple, François Livonel les a nommés hier, Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou Michel Henry, ou Gabriel Marcel, plus intéressant, Gabriel Marcel qui pense vraiment, comme il le dit, en lisant, en écrivant du théâtre, et dont la philosophie n'est que la retombée sédimentée. Si ces philosophes de la période récente se sont intéressés à la littérature, si des philosophes comme Sartre, Derrida, Deleuze ou Ricoeur se sont interrogés sur ce qu'est la littérature, si Foucault a pensé la littérature et la folie, la littérature et l'invivable, François Julien appelle lui à une coopération nouvelle, et j'insiste sur ce mot, une coopération nouvelle entre littérature et philosophie. Une telle coopération ou percussion dans la pensée entre littérature et philosophie doit pouvoir permettre d'accéder au vivre, mais aussi d'entrer dans la littérature, de mieux lire. Alors autrement dit, il s'agit d'ouvrir un écart entre littérature et philosophie, de les maintenir en tension l'une vis-à-vis de l'autre, de les faire travailler ensemble en un dévisagement mutuel, de telle manière que l'une permette d'accéder à l'autre et réciproquement. Les deux coopèrent. Le verbe coopérer est d'Héraclite. Je cite, « Ce qui s'oppose coopère, et de ce qui s'écarte procède la plus belle harmonie, harmonia, et la mise en tension engendre toute chose. Ce qui s'oppose coopère, et de ce qui s'écarte procède la plus belle harmonie, et la mise en tension engendre toute chose. » Le fragment 8. L'harmonie procède ici de la relation même des opposés eux-mêmes, tenus pour indissociables, sans qu'il soit fait appel à une extériorité de surplomb ou à une construction, la métaphysique. Plotin, Suarez, pour prendre deux sommets. On ne construit pas de l'extérieur, mais on met en tension littérature et philosophie. C'est la contrariété elle-même qui, par l'interdépendance tenant ensemble les opposés, l'un impliquant l'autre, c'est cette contrariété elle-même qui constitue l'harmonie. Ce en quoi Héraclite ouvre une autre voie dans la pensée. Je voudrais, pour ma part, ce matin, mettre quelques-uns des concepts proposés par François Julien à l'épreuve du roman, de quelques romans, et en éprouver la fécondité. Ou plus simplement, en réalité, vous partagez quelques lectures, en écho aux essais les plus récents de François Julien, vous lire quelques textes en essayant de décoller le moins possible de l'expérience littéraire. Une dizaine de pages de La transparence du matin, au chapitre 4, les derniers paragraphes, 5, 6 et 7, une dizaine de pages est consacrée à l'invivable. L'invivable. L'invivable qui nomme, je cite, « l'impossibilité pour un sujet de vivre ce qu'il est cependant contraint de vivre, mais qui, comme on dit, n'est plus une vie, et par là va jusqu'à l'exproprier de lui-même, autrement dit, d'être le propre sujet de sa vie. » Fin de citation. L'invivable n'est donc pas simplement ce qui n'a pas été vécu, soit l'invécu. L'invivable
ce n'est pas simplement l'invécu, ce n'est pas simplement ce qui ne s'est pas encore sédimenté en expérience, mais il est ce qui vient briser, je cite, la condition dans laquelle nous vivons la vie, fait pressentir ce qui serait incompatible avec la vie. Ce concept d'invivable que propose François Julien dans La transparence du matin peut s'entendre sur deux plans. Peut s'entendre d'abord au plan social et politique, désignant par exemple, c'est l'expression de François Julien, cet invivable des ghettos et des camps, cet invivable donc qui retire au sujet toute capacité de vivre, toute capacité d'être sujet, qui retire et nie au vivant de la vie, qui nie tout vivant de la vie, ne laissant subsister plus que le vital d'une vie, au mieux. Donc il peut s'entendre au plan social et politique, mais il peut s'entendre ce concept d'invivable au plan où il peut avoir un sens métaphysique, désignant par là ce qui est incompatible avec la vie. L'invivable, c'est le dehors. C'est le dehors invivable de la vie. Vivre se définira alors comme ouvrir sa vie à l'invécu pour s'y confronter à de l'invivable. Je cite, « Car c'est en se cognant contre l'invivable et s'y trouvant confronté que vivre se promeut et s'intensifie. » Vivre. Il y a un romancier qui s'est trouvé confronté à l'invivable, s'y est cogné, dont vivre est l'interrogation directrice, c'est Georges Semprin. L'invivable en question, c'est celui du camp de Buchenwald, où il passe un peu plus de 15 mois, de janvier 1944 au mois d'avril 1945. Je ne connais pas d'écrivain qui ait mis de manière plus centrale le thème de la vie, ou pour mieux dire du vivre et de la mémoire de l'invivable, au centre de sa réflexion. C'est du vivre et de la non-vie, de l'oubli et d'une mémoire de l'invivable. Semprin emploie ce terme, l'invivable, d'une mémoire de l'invivable, d'une mémoire aussi bien mortelle pour ce qui est du vital que vivace et vivifiante, dit Georges Semprin, d'une mémoire de l'invivable vivace et vivifiante. Semprin établit les liens dans ses textes entre la littérature et le vivre, les liens qu'entretiennent la littérature et le vivre. C'est de ça qu'il est question dans ses romans, en tout cas dans les 5 récits qui prennent appui sur son expérience vécue du camp de Buchenwald. Le narrateur de L'écriture ou la vie, 1994, prix Goncourt 94, L'écriture ou la vie est un roman dans lequel le narrateur cherche à vivre une vie devenue invivable, un songe, après l'épreuve invivable du camp de Buchenwald, après la réalité rayonnante du camp et l'expérience vécue de la mort. Je m'arrête un instant sur cette expression, expérience vécue. Je cite Semprin. Il y a des langues qui ont un mot pour cette sorte d'expérience. En allemand, on dit Erlebnis. En espagnol, vivencia. Mais il n'y a pas de mot en français pour saisir d'un seul trait la vie comme expérience d'elle-même. Il faut employer des périphrases, ou alors utiliser le mot vécu, qui est approximatif et contestable. C'est un mot fade et mou. D'abord et surtout, c'est passif, le vécu. Et puis c'est au passé. Mais l'expérience de la vie, que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de vivre, c'est actif. Et c'est au présent, forcément. C'est-à-dire qu'elle se nourrit du passé pour se projeter dans l'avenir. Ou, disons-le autrement, vivre, c'est à la fois du dégagement et de la décoïncidence. C'est l'été 1945, le narrateur se retrouve dans un appartement avec Odile. Je lis. Tout s'annonçait bien. Cette soirée était une fête de plus. Mais probablement aurais-je dû être attentif à quelques signes à peine perceptibles. Ainsi, une trouble inquiétude m'avait fugacement saisi en parcourant l'appartement vide avec Odile,
à la recherche d'un lit pour la nuit prochaine. Rien de précis, certes, pas de coup au cœur, de battement soudain du sang, plutôt un malaise fugitif, tiède, un peu gluant. J'aurais dû être d'autant plus attentif que je savais fort bien, après 3 mois d'expérience, à quel point le bonheur de vivre m'était fragile, à quel point il me fallait m'efforcer de tout mon cœur pour m'y tenir. Je savais déjà que mon appétit de vivre, l'avidité qui me poussait à brûler les journées par les deux bouts, à faire de cet été du retour une saison de nuit blanche, je savais que cette vitalité-là ne m'évitait pas d'être vulnérable. Plus loin, le récit continue. Je m'étais réveillé en sursaut à 2 heures du matin. Réveillé n'est d'ailleurs pas le terme le plus approprié, même s'il est exact, car j'avais effectivement quitté, dans un soubresaut, la réalité du rêve, mais ce n'était que pour plonger dans le rêve de la réalité, le cauchemar plutôt. Juste avant, j'étais égaré dans un univers agité, opaque, tourbillonnant. Une voix soudainement avait retenti, une voix allemande, chargée de la vérité toute proche encore de Buchenwald. Crématorium ausmachen, disait la voix allemande. Crématoire, éteignez. Le narrateur est réveillé dans la réalité de Buchenwald, dans la réalité du camp, une nuit d'alerte aérienne. La mémoire de l'invivable n'est pas source d'angoisse, au contraire. Le narrateur y éprouve une sorte de sérénité, une sorte de paix. Mais l'invivable affronté, vécu, rend en retour, du moins dans l'immédiat, la vie invivable, ou pour le dire plus exactement, détruit le vital de la vie. Je cite, « Je me redressais dans le lit, moite de sueur. J'entendais le souffle régulier de mon ami. J'allumais une lampe de chevet. J'écartais le drap. Je regardais son corps nu. Une peur abominable m'étreignait, malgré la certitude déchirante de sa beauté. Toute cette vie n'était qu'un rêve, n'était qu'une illusion. J'avais beau effleurer le cœur d'Odile, la courbe de sa hanche, la grâce de sa nuque, ce n'était qu'un rêve. La vie, les arbres dans la nuit, les musiques du petit Schubert, un bar du Montparnasse, n'étaient qu'un rêve. Tout était un rêve depuis que j'avais quitté Buchenwald, la forêt des hêtres sur l'Ettersberg, l'ultime réalité. Je mordais mes poings serrés pour m'empêcher de hurler. Inanité de la vie au regard de l'invivable. Dans un premier temps, il s'agit donc de tenir à distance l'invivable, ou ce qui en a été vécu, afin de reprendre pied dans la vie. « Vous fêtez quoi ?» m'avait-elle dit, en s'asseyant à ma table et en voyant la bouteille de vin que le sommelier venait de déboucher et de me faire goûter avec des gestes pleins d'onction. « Rien », avais-je répondu, « la vie. » Et elle commandait un repas léger de l'eau minérale. « Et vous faites quoi dans la vie ?» ajoutait-elle. « Rien encore, vivre. » Il convient ici de noter le décalage qu'on retrouve souvent chez Semprin, où il dit quelque chose d'abord de manière approximative, et puis plus précisément. Ici, le décalage entre la vie, notion extérieure et abstraite, et vivre. Semprin relate son désir de vivre, ses tentatives et son incapacité permanente à y réussir pleinement, comme il dit. L'invivable serait-il la vraie vie ? Au fond, c'est la question de ce récit, l'écriture ou la vie. Je cite, « Toujours sous la surface chatoyante de la vie quotidienne, ce savoir terrible, à portée de la main, cette certitude. Rien n'est vrai que le camp, tout le reste n'aura été qu'un rêve depuis lors. » C'est donc l'impossibilité de vivre qui provoque à vivre, l'invivable qui recharge de possibilités et fait accéder à l'inouï de vivre. C'est dans l'invivable du camp que l'inouï affleure, où déjà la vallée de la Moselle, aperçue par la fenêtre grillagée d'un wagon à bestiaux lors du Grand Voyage, titre du premier récit sur les camps de Georges Semprin. Le narrateur ici est à Buchenwald. Dehors, la nuit était claire. La bourrasque de neige avait cessé. Des étoiles scintillaient dans le ciel de Thuringe. J'ai marché d'un pas vif sur la neige crissante, parmi les arbres du petit bois qui entouraient les bâtiments de l'infirmerie. Malgré le son strident des sifflets, au loin, la nuit était belle, calme, pleine de sérénité. Le monde s'offrait à moi dans le mystère rayonnant d'une obscure clarté lunaire. J'ai dû m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait très fort.
Je me souviendrai toute ma vie de ce bonheur insensé, m'étais-je dit, de cette beauté nocturne. J'ai levé les yeux. Sur la crête de l'Ettersberg, des flammes orangées dépassaient le sommet de la cheminée trapue du crématoire. Ce sont les dernières phrases du livre. Jusqu'où vivre peut aller? Jusqu'où vivre peut donner? Eh bien, la question impliquée dans tous les romans, affirme François Julien. C'est la question de Proust dans une page de La prisonnière, alors que le narrateur est mis en danger par un duel qui s'annonce dangereux. La vie a pris en effet soudain à ses yeux une valeur plus grande parce qu'il met dans la vie tout ce qu'il semble qu'elle peut donner et non pas le peu qu'il lui fait donner habituellement, dit Proust. Alors ici on pense également à un autre duel prévu pour le lendemain et à celui qui s'inquiète lui aussi du peu qu'il a fait donner à la vie et de ce qu'elle peut donner, le bel ami de Maupassant. Vivre est la question impliquée dans tous les romans. C'est la question, en effet, impliquée, au moins, dans les grands romans contemporains de la recherche du temps perdu, chez les grands contemporains de Marcel Proust. Henry James, Virginia Woolf, James Joyce, chacun dans leur pays respectif. Je suis pas assez insensé de dire ça, parce que James Joyce a passé beaucoup de temps en Italie. Mais ces quatre grands romanciers, effectivement, Marcel Proust, Henry James, Virginia Woolf, James Joyce, prennent en charge le vivre. C'est la question qui porte la vie et les récits de Georges Champrin, j'ai essayé de le suggérer. C'est la question de 4 romans français que je viens de relire ces derniers mois. Dominique d'Eugène Fromentin, 1862, Une vie de Guy de Maupassant, 1883, La joie de vivre d'Émile Zola, 1884, et Sérotonine de Michel Houellebecq, 2019. Ces romans décrivent les transformations silencieuses de nos vies, leur vénure, ainsi que ce qui vient les fêler, les relancer ou les enliser. Chacun de ces romans, 4 romans en langue française, 4 romans qui font chacun entre 200 et 400 pages, racontent les manières dont des vies banales se déploient, échouent, se reprennent, s'interrogent sur ce que veut dire vivre, vivre vraiment, vivre enfin. La question sur ce que veut dire vivre est prise en charge elle-même par chacun de ces 4 romans. Si le premier, Dominique, se passe près de La Rochelle et 3 autres en Normandie, les 3 autres, si l'océan face à la terre ferme joue un rôle important dans Dominique, La joie de vivre, mais aussi, dans une moindre mesure, Sérotonine, ils organisent tous les 4 une polarité entre Paris et un ailleurs, la province. Être de Paris, je cite, puisqu'on est ici à Paris, être de Paris, ce grand Paris qui, dit-on, disperse tant de bons sentiments et rend oublieux les cœurs les plus droits. Être de Paris, c'est être de nulle part. Dominique. C'est être transplanté. À Paris, on ne s'y fixe pas. Paris est une ville faite pour engendrer la solitude. Sérotonine. Dominique et Olivier dans Dominique, Jeanne dans Une vie, Pauline dans La joie de vivre, Florent-Claude dans Sérotonine sont confrontés et affrontés à la nostalgie de la vie dans la vie. Dominique Debray dans Dominique, Florent-Claude Labrouste dans Sérotonine, ou Lazare dans La joie de vivre ont le même âge, un peu plus de 40 ans. 44, 45 ans. Ils racontent à la première personne, Dominique et Florent-Claude Labrouste, l'échec de leurs ambitions amoureuses et mondaines et la satisfaction trouvée dans une vie adhérente qui décolle peu, enracinée, de telle manière qu'elle puisse se transmettre dans Dominique, ou une vie qui renonce, enlisement, dit Houellebecq. Concept houellebecquien d'enlisement que François Julien déploie. Les hommes, alors les hommes c'est ici au sens masculin du terme, je cite, « Les hommes ne savent pas vivre. Ils n'ont aucune familiarité
avec la vie. Ils ne s'y sentent jamais tout à fait à leur aise. Aussi poursuivent-ils différents projets, plus ou moins ambitieux, plus ou moins grandioses, c'est selon. En général, bien entendu, ils échouent et parviennent à la conclusion qu'ils auraient mieux fait tout simplement de vivre. Mais en général aussi, il est trop tard. Dominique aurait pu tenir ces propos du narrateur de Sérotonine, à ceci près que pour lui, il n'aura pas été trop tard, que vivre aura été sa seconde vie. Mon métier et mon art, c'est vivre. Dominique aurait pu reprendre à son compte également les propos de Montaigne, pour lequel vivre est non seulement la plus fondamentale, mais la plus illustre de nos occupations. Et Eugène Fromentin, l'auteur de Dominique, Eugène Fromentin lui-même s'inscrit dans cette tradition, se peignant lui-même dans Dominique, Dominique étant lui-même, ce livre, Fromentin étant lui-même la matière de son livre. Alors qu'il ne peint pas l'être, mais le passage, non pas un passage d'âge en autre, mais de jour en jour, de minute en minute. C'est cela que fait Montaigne dans les Essais, c'est cela que fait Fromentin dans Dominique. Dans Dominique, si on s'y arrête un instant maintenant, dans Dominique, c'est le personnage d'Olivier d'Orcel qui s'affronte à l'invivable. Pour le dire avec les termes de François Julien, Olivier cherche une véritable expérience. Autrement dit, une expérience qui ne soit pas déjà enregistrée et balisée, déjà cadrée et normée, et perdant par conséquent sa capacité d'expérience. Expérience du jusqu'où c'est possible. Un désir de briser les cadres ordinaires et peureux de la pseudo-vie, désir de débordement. Fin de citation. Le personnage d'Olivier est, je crois, très exactement ce que vise François Julien lorsqu'il avance que vivre se définit comme ouvrir sa vie à l'invécu pour s'y confronter à de l'invivable. Je cite, comme je l'ai dit, je reste le plus proche possible des romans. Olivier, causeur, distrait, quinteux, élégant sans viser à l'être, mis avec goût à une époque et dans un pays où les enfants s'habillaient on ne peut plus mal, maniant les cartes vivement, prestement, avec l'aplomb d'un homme qui jouera beaucoup et qui saura jouer, puis tout à coup, 10 fois en 2 heures, quittant le jeu, jetant les cartes, bâillant, disant « je m'ennuie », et allant s'enfouir dans une profonde bergère. On l'appelait, il ne bougeait pas. « À quoi pense Olivier ?» disait-on. Il ne répondait à personne et continuait de regarder devant lui, sans dire un mot, avec cet air d'inquiétude qui lui-même était un attrait, et cet étrange regard qui flottait dans la demi-obscurité du salon, comme une étincelle impossible à fixer. Assez peu régulier d'ailleurs dans ses habitudes, déjà discret comme s'il avait eu des mystères à cacher, inexact à nos réunions, introuvable chez lui, actif, flâneur, toujours partout et nulle part, cette sorte d'oiseau mis en cage avait trouvé le moyen de se créer des imprévus dans la vie de province et de voler comme en plein air dans sa prison. Olivier a fait sécession d'avec la vie ordinaire, normé, balisé. Il ne s'atteint pas. Il est de ces personnages, à peine rencontrés par les autres et par le lecteur, pour le dire avec François Julien, alors qu'on se heurte à ce qui est manifestement toujours plus que leur énigme intérieure. Au chapitre 14, c'est Olivier qui parle. « J'aime avoir très clair dans ma vie. J'ai toujours su, dans des circonstances pareilles, et ce qu'on risquait, et ce que je risquais moi-même. Sais-tu quel est mon plus grand souci? C'est de tuer l'ennui. Le vulgaire et l'ennuyeux. Toute la mythologie des païens grossiers n'a rien imaginé de plus subtil et de plus effrayant. Ils se ressemblent beaucoup en ce que l'un et l'autre, ils sont laids, plats et pâles, quoique multiformes, et qu'ils donnent de la vie des idées à vous en dégoûter dès le premier jour où l'on y met le pied. De plus, ils sont inséparables, et c'est un couple hideux que tout le monde ne voit pas. Moi, je les ai toujours connus. J'avais presque oublié qu'ils habitaient Paris, et je continue de les fuir en me jetant dans le bruit, dans l'imprévu, dans le luxe, avec l'idée que ces 2 petits spectres bourgeois, parcimonieux, craintifs et routiniers, ne m'y suivront pas. Il y a là clivage, ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Ceux qui adhèrent
à la vie et ceux qui ouvrent leur vie à l'imprévu pour s'y confronter à l'invivable. Témoin, Olivier Dorcel. Olivier qui tente, pour le dire avec les mots de François Julien, de fissurer sa vie d'incommensurable, rompant avec la commune unité de mesure dans laquelle s'enlise et se perd la vie. Olivier qui tente, pour le dire encore avec François Julien, d'ouvrir la vie aux sans commune mesure de la vie, donnant accès à la vraie vie. Ou encore, qui tente de décoïncider de ce rabattement de l'expérience, qu'il éprouve de manière tellement aiguë, on l'a entendu, qui décide de s'inquiéter de cet incommensurable apparu, fissurant d'infini la vie et de ne plus le lâcher. Si la question de savoir jusqu'où vivre peut donner, est bien la question de Fromentin dans Dominique, son unique roman, c'est aussi la question que ne cesse de poser Zola dans toute son œuvre. Faire de la vie, selon son expression. Pensons à La faute de l'abbé Mouret, à Une page d'amour, ou au Docteur Pascal. Mais c'est dans La joie de vivre que Zola explore le plus systématiquement vivre. Pauline, la fille de Lisa Macquart et du charcutier connu, rappelez-vous Le ventre de Paris, la petite fille du ventre de Paris, est maintenant âgée de 10 ans, elle est orpheline, et elle est confiée aux Chanteau, un couple, les Chanteau, qui habitent un village de Normandie face à la mer. Les Chanteau ont un fils, Lazare, Véronique est la bonne, et Louise, une amie d'enfance de Lazare. La joie de vivre, qui se déroule dans un lieu unique, une maison et ses alentours, un tout petit village, Bonneville, dans la Manche, coincé entre les falaises et l'océan dont la présence se fait obsédante. La présence de l'océan dans La joie de vivre est la même que la présence de Paris dans Une page d'amour. On a le même rapport avec un face-à-face. Mais peu importe. Restons sur La joie de vivre. Dans La joie de vivre, le thème du vivre est l'objet du roman. Le vivre pris dans sa tension constante entre le vital et le vivant. Le vital, d'abord. On assiste aux premières menstruations d'une jeune fille, à plusieurs agonies, à un accouchement longuement décrit. Il est question de santé et de maladie. La maladie chronique de Monsieur Chanteau, celle dont va mourir Madame Chanteau et dont on suit la progression, celle que traverse Pauline. On y voit un médecin, le docteur Cazeneuve, qui s'interroge sur ce que peut ou ne peut pas la médecine. Il est question du déroulement des vies, des possibles qui s'ouvrent, se déploient ou avortent. Pauline est la figure, de la joie de vivre, de la compassion maternelle, citation, et du don généreux de la vie. Elle demeurait l'activité et la bonté dans la maison, elle y apportait chaque matin un nouveau courage à vivre. Pauline, renonçant à sa limite individuelle, ou à sa limite individuante, je cite, « Qu'importait sa souffrance, pourvu que les êtres aimés fussent vivants. » Alors qu'elle a renoncé à Lazare, je cite encore, l'orgueil de son abnégation n'en était allé. Elle acceptait que les siens, je pense que c'est s'en était. Elle acceptait que les siens fussent heureux en dehors d'elle. C'était le degré suprême dans l'amour des autres, disparaître, donner tout sans croire qu'on donne assez, aimer au point d'être joyeux d'une félicité qu'on n'a pas faite et qu'on ne partage pas. Figure de Pauline comme une vie qui renonce à elle-même, à son individuation. Véronique la bonne, qui voit tout et qui sait tout, figure de la lucidité, la seule, à l'instar des fous de Shakespeare, qui peut dire la vérité. Misère, il y en a qui sont nés pour être mangés par les autres, dit Véronique de Pauline. Et la seule manière dont elle pourra protester contre ce qui se passe dans la maison des Chanteau, ce sera de se supprimer, de supprimer sa vie, de se suicider.
Mais Pauline est malade, une angine qui manque de l'emporter. La joie de vivre est avivée par cette confrontation à la mort. Elle, citation, elle cependant ne témoignait pas si haut sa joie d'être sauvée. Mais elle était pénétrée de la douceur de vivre, après avoir eu le courage de s'habituer à la mort. La joie de vivre se dit à peine. Mais Lazare, qui a craint pour la vie de Pauline, d'abord, citation, avait goûté des joies vives à la regarder boire ses premiers bouillons. Cette santé qui revenait dans ce corps jeune était une chose esquisse, un renouveau de l'existence, où lui-même se sentait revivre. Puis, poursuit le narrateur, l'habitude de la santé l'avait repris. Il cessait de s'en réjouir comme d'un bienfait inespéré, depuis que la douleur n'était plus là, et un hébétement seul lui restait, une détente nerveuse après la lutte, l'idée confuse que le vide de tout recommençait. Plus loin, Lazare, il retombait dans l'ennui de son existence vide, l'esprit emporté dans le vertige du vide. Lorsque la santé, le vital, n'est plus en péril, lorsque la santé est là, manifeste, donnée, étale, c'est l'inanité de la vie qui revient au premier plan, pour Lazare. Alors que Pauline ne cesse de trouver les ressources du vivre, nullement effrayée, par exemple, par la maladie chronique, les souffrances et les hurlements de Chanteau. Elle seule restait calme dans sa pitié pourtant de douleur. Lazare, lui, est l'homme des enthousiasmes successifs, des projets vite abandonnés, toujours en quête d'un bonheur qui avortait. Absorbé dans des mélancolies subites sans cause apparente, écrasé entre l'infini de l'eau et l'infini du ciel, assailli sans cesse par la peur de la mort, par la peur de la vie, une peur sans cause, comme sortie du néant lui-même, une peur dont le souffle glacé l'avait éveillé d'un grand frisson. Comment vivre, demanda-t-il, lorsqu'à chaque heure les choses craquent sous les pieds. Ce n'est plus vivre que de s'entendre vivre ainsi, tremblant devant la fragilité du mécanisme, attendant le grain de sable qui devait le détruire. Lazare, lui, c'est la figure de celui qui, face à l'invivable de la vie, se laisse écraser et ne peut pas vivre devant cet invivable. Alors que Pauline est la figure de celle qui s'affronte à l'invivable et qui y retrouve des ressources. Je dois passer. Pour qu'on ait le temps de discuter. J'avance, je ne poursuis pas tout ce que je pouvais dire sur ce roman. Mais Pauline a une nostalgie de vivre en permanence. Oh, vivre, vivre enfin, dit-elle à plusieurs reprises. Oh, vivre, vivre enfin. Et pour elle, vivre n'est pas dans le vital, mais dans l'accès à l'autre. Pour elle, c'est l'accès à l'autre ou l'absence d'accès à l'autre, l'intime avec Lazare ou l'absence d'intime avec Lazare qui fait vivre ou ne fait pas vivre. Elle va renoncer à cet intime pour donner Lazare à Louise, mais pour elle, c'est d'accéder à l'autre dont elle a la nostalgie. Accéder à l'autre. L'intime entre Pauline et Lazare advient au fil des jours. Pourtant, ils se refusent. Ils sont l'un et l'autre au bord de ce dehors de l'autre, au bord du vertige. Ils s'en refusent l'accès. C'est ce dehors du monde, dans le monde, qu'évoque Lazare lorsqu'il propose « Oui, nous enfouir bien loin, en Océanie par exemple, dans une de ces îles où la vie est si douce. Nous aurions vécu donc. » Ou encore il est question de s'exiler en Amérique. Dehors envisagé, aspiration, mais un métaphysique qui reste inexploré. À l'instar, si vous voulez, de Ouessant dans Contes d'été d'Éric Rohmer. Donc, il y a tout ça dans la conscience, on pourrait dire, des personnages de Zola dans La joie de vivre. Et effectivement, ça se passe mal. En tout cas, Pauline n'accède pas complètement
à vivre. Elle voulait vivre et vivre complètement, faire de la vie, elle qui aimait la vie, mais l'accès à l'autre se refuse. Cet accès à un dehors qui n'est pas dans le roman de Zola la projection dans un autre monde. Le thème religieux est explicitement évoqué, explicitement thématisé à travers la figure de l'abbé Horter, et Dieu écarté, explicitement écarté. Écarté par Pauline elle-même. D'ailleurs, sans que cela ne cause aucun trouble. C'est bien de débordement de la vie dans l'immanence de la vie dont il est question dans ce roman et à travers la figure de Pauline. Ces pages de La transparence du matin de François Julien, desquelles je suis parti, ces pages de la fin du chapitre 4, s'achèvent par 2 paragraphes sur le thème, sur la question, sur le concept de désindividuation. De désindividuation. C'est à partir du vécu que nous concevons le vivable. À partir de ce que nous avons vécu, de notre expérience enregistrée, que nous concevons le vivable. Le risque est alors que ce vécu vienne borner le vivable, préjugeant de ce qui peut être vécu, et retienne de vivre vraiment. Je cite, « Si vivre au sens de vraiment vivre, c'est d'abord déblayer ce qui me retient de vivre et m'en libérer, c'est donc en débordant de ce cas de borner et cadrer d'avance le vivable, à partir du déjà vécu, que je peux commencer d'enfin vivre. » Le chapitre 4 de La transparence du matin s'achève donc sur ce paragraphe sur la désindividuation. C'est en sortant autant que possible de son individuation que vivre s'ouvre effectivement à la capacité de vivre, ou le vital, au vivant. Vivre ne se déploie qu'en s'affranchissant autant qu'on peut de sa limite individuelle, ou mieux individuante, qui le contraint, le restreint et le borne. Vivre est affronter autant qu'on peut l'invivable de sa désindividuation. J'ai alors pensé, bien sûr, immédiatement à Rousseau, aux rêveries du promeneur solitaire, Rousseau sur l'île de Saint-Pierre, ou encore à la 2e promenade, le souvenir de l'accident à Ménilmontant, ce 24 octobre 1776, venu défaire la distinction et l'opposition entre le moi et le monde. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. J'ai pensé ensuite à quelques pages de L'écriture ou la vie de Georges Semprin, auquel je reviens, quelques pages dans lesquelles Semprin décrit une expérience semblable, un accident, la chute d'un train de banlieue parisienne, le 5 août 1945. Je cite, « Au sortir de mon évanouissement, il y avait des objets sur des étagères. C'est tout ce que j'aurais pu en dire. Mais je n'aurais même pas pu le dire. Je ne savais pas que la parole existait. Je savais seulement qu'il y avait des objets et que je voyais ces objets. Bien que, à y mieux réfléchir, il m'eût été difficile de dire « je », car il n'y avait aucune conscience de soi dans cette situation, aucune conscience de moi-même comme identité séparée. C'était des choses qui étaient là, et c'est ainsi que tout a commencé. Inouï, dit Semprin, pour parler de cette visibilité du monde, de cette première vision inouïe. Je cite encore, « C'est à cet instant précis que j'avais commencé à exister. » Un peu plus loin, la même joie continuait de m'habiter, le bonheur de vivre, le plus pur, le plus accablant bonheur de vivre, car il n'était pas fondé sur le souvenir d'anciens bonheurs, ni sur la prémonition, encore moins la certitude des bonheurs à venir. Il n'était fondé sur rien. Pas de métaphysique, pas d'archet, pas de fondement. Il n'était fondé sur rien d'autre que le fait même d'exister, de me savoir vivant, même sans mémoire, sans projet, sans avenir prévisible. À cause de cette absence de mémoire et d'avenir, peut-être. Un bonheur fou, en quelque sorte, non fondé en raison, pas de principe de raison suffisante, non fondé en raison, gratuit, sauvage,
inépuisable dans sa vacuité, mais dans cette extrême radicale joie de vivre, toute nue, irraisonnée, avait commencé à poindre pourtant, à sourdre sourdement une inquiétude nouvelle. Inquiétude nouvelle j'ai employé ce terme-là, de décoïncidence entre le moi et le monde, qui va être la suite de ce que va dire Fromentin, cette fêlure entre le moi et le monde. Mais à cet instant-là, débordant du déjà vécu, s'affrontant à l'invivable, Semprin commence à vivre. Bon, bien sûr, le temps passe et le temps presse, l'entretien est infini, donc un mot simplement pour conclure, en guise de conclusion. Si vivre se refuse à la mainmise du concept, dit François Julien, la transparence du matin porte bien pourtant le vivre au concept, dit-il par ailleurs. Mais un concept qui ne dit pas ce qu'est la vie, mais des concepts qui disent comment désencombrer la vie par dégagement afin d'accéder au vivre, à l'inouï de vivre. Vivre se déployant du dedans même de ce qu'est vivre. Sans position de surplomb, donc, et sans construction, sans discours métaphysique. CF, ce que j'ai dit en commençant sur Héraclite et coopérer. Pour le dire autrement, François Julien joint, ou plutôt ne sépare pas, ce que la philosophie en est venue, si ce n'est à opposer, du moins à distinguer, la pensée et l'action. La transparence du matin, et déjà de la vraie vie, énonce, en leur relation indissociable, un savoir de la vie et une pratique d'accès à la vraie vie. Un savoir de la vie et une pratique d'accès à la vraie vie. Un savoir qui ne relève pas de la connaissance, mais qui relève de la spiritualité, si j'osais ce mot. Un savoir de spiritualité. Un savoir de spiritualité au sens très exactement que Michel Foucault donne à ce terme dans son dernier cours au Collège de France, un savoir qui engage l'être même du sujet. Non pas un jeu du sujet avec ses pensées, mais un jeu des pensées sur l'être même du sujet. Et si j'osais poursuivre en ce sens, je dirais que la transparence du matin relèverait, mutatis mutandis, de ce que les Grecs nomment paraskeé. Ni théorie dont on pourra tirer le cas échéant des conséquences pratiques, ni code de comportement, mais, pour le dire encore avec Foucault, un ensemble où s'énonce à la fois dans leurs relations indissociables la vérité des connaissances et la rationalité des conduites, plus précisément ce qui, dans la vérité des connaissances, fonde la rationalité des conduites et ce qui, dans cette rationalité, se justifie en termes de propositions vraies. Je vous remercie de votre attention.